Ça m'a sauvé la vie. Oui, il y a de quoi, hein? Mais ça me fait rire. C'est fou. On parle là de quelque chose qui va équilibrer votre yin et votre yang, hein? Ah, je l'espère. Ah bon? Mais ça fait longtemps. Éternellement. Quelle révélation. Chapeau les gars. Ça sera fabuleux, merveilleux. C'est une marque que j'aime bien. Ça circule partout sur les réseaux, c'est devenu le hashtag du moment. J'en veux encore et encore. Et faire immédiat. Téléchargez l'application ou connectez-vous sur la plateforme tv5mondeplus.com. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left. Il est 6h30, j'espère que vous êtes bien installés devant votre téléviseur ou encore devant votre smartphone. Parce que oui, nous sommes en direct sur la Une, mais également sur nos différentes plateformes digitales. La page Facebook RTS1 Sénégal. Comme tous les jeudis, les habitués le savent. Le coach Tandara est en plateau avec nous pour sa chronique gymnastique. Sans oublier, bien évidemment, les différentes chroniques qui nous accompagnent ce matin. Celle de Aline Diop, Archive, et Laura pour sa chronique culture. Les capsules quotidiennes de Quinqueliba, c'est la gymnastique. Mais bon, je vous l'ai dit tantôt, le coach Tandara sera au plateau avec nous, même si j'aperçois Aline Badarakan en train de faire un peu de sport en studio. Il sera accompagné justement de Laura et le coach Tandara. Alors, sans oublier évidemment la météo, le bulletin d'information. Mais Quinqueliba, c'est comme d'habitude nos invités qui nous accompagnent. Et ce matin, nous en aurons deux qui nous accompagneront. Alors, sans plus tarder, je vous propose de suivre la météo que nous réserve Dame Nature. Je vous retrouve juste après. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour le bulletin météo de la NACIM. En animation satellite, nous verrons un ciel plutôt dégagé qui est attendu sur le quart nord-ouest du pays, quelques voiles de nuages par endroits dans le sud et l'est, et un ciel plutôt nuageux attendu sur la localité de Kédougou au courant de ce jeudi. En termes de prévision, des températures très élevées sont attendues au centre, des températures qui vont au moins atteindre 40 degrés sur cette partie du pays, mais aussi dans l'est, le nord et le sud, avec des pics de 46 voire 47 degrés qui seront enregistrés dans l'est du pays. Et vers l'ouest, à Dakar précisément, la température la plus basse il sera enregistrée à hauteur de 27 degrés, avec un ciel qui sera globalement dégagé, donc pas de nuages faisant obstacle au soleil. Sur les localités de Saint-Louis et Thiès, une température maximale de 33 degrés y sera notée. Et donc au niveau des régions sud, des températures qui vont osciller entre 35 degrés à Ziguinchor et 41 degrés entre Kolda et Kédougou. Et justement à Kédougou, au courant de cette nuit, de cette soirée allant à la nuit, nous aurons des probabilités faibles de pluie, donc avec des nuages denses qui vont commencer à intéresser le pays dès la tombée de la nuit et qui pourraient donc y occasionner de la pluie faible au courant de la période. Chers téléspectateurs, en guise de rappel, nous avons donc ces nuages denses qui intéresseront les localités, la localité de Kédougou au courant de cette soirée, dès l'entame de la nuit, disons, avec des probabilités faibles de pluie qui pourraient y être notées. Et sur les régions est, centre et nord du pays, des températures très élevées y sont attendues, donc une chaleur qui sera très marquée, avec à l'ouest une certaine clémence, disons, avec un temps plutôt moins chaud, des températures de 27 degrés attendues à Dakar et 33 à Thiès, par exemple. Le tout avec un ciel qui sera globalement dégagé. Chers téléspectateurs, voilà qui met fin à votre bulletin météo. Nous vous invitons donc à suivre l'information météorologique en provenance de la NACIM à travers les réseaux que voici. Et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous.
en plateau. Et vous avez pu apercevoir, j'ai fait une petite tape à Alioune Badara Kane. Ils m'ont rejoint en plateau. Alioune Badara Kane, le coach Tandara et nos deux invités du jour. Alioune, comment ça va? Bon, ça va, alhamdoulilah. Avant dernier jour de Kenkeliba, donc pratiquement on se dit que voilà, il n'y a plus de réserve à garder, on donne tout. Parce que derrière, on aura droit à 1 journée et demie de repos. D'accord, Alioune Badara Kane. Je sais que tu as donné tout ce matin pour nos deux invités. Alors avant de les présenter, peut-être passer le bonjour au coach Tandara. Comment ça va? Ça va très bien. Quel est le sujet de ce matin? La semaine dernière. Vous avez fait du sport ce matin? Oui. Aujourd'hui, sans problème, comme sur des roulettes d'ailleurs. Hein. D'accord. Vous avez fait quoi comme sport? Alors, aujourd'hui, on va parler surtout de la musculation sans matériel. Et donc, sans matériel. Une musculation sans matériel avec le poids du corps. Pour dire. Alors ça, c'est pour préparer le corps à des futures tensions quand il faut aller vers la musculation isotonique, par exemple. Très bien, et ce sera à découvrir dans la première partie de ce magazine. Alioune, qui sont nos invités de ce matin? Alors, nous aurons le plaisir de nous entretenir avec deux grands messieurs, chacun dans son domaine, en tout cas pour ce qui les concerne. Le premier, monsieur Pape Abdou Fall, que l'on a plus à présenter au public sénégalais, mais il est là en sa casquette de directeur général de la FIARA et non de promoteur. Il faut faire la part des choses. Hein. Donc on va parler véritablement de la FIARA, de la promotion donc de cette foire internationale de l'agriculture et des ressources animales qui a fini véritablement de se positionner comme le plus grand rendez-vous pour les acteurs qui tournent autour donc de ces secteurs clés de notre économie, que sont l'agriculture et l'élevage. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la visite effectuée par le président de la République la semaine passée sur les lieux. Un grand moment, j'imagine bien, pour les exposants et surtout pour lui, le directeur général Pape Abdou Fall. On reviendra sur les innovations de cette année parce que la foire a lieu toujours à la foire. Elle prendra fin, je pense bien, durant ce week-end, le 26. Donc on reviendra sur les innovations, sur le positionnement de la FIARA par rapport à tous ces autres grands rendez-vous qu'on a fini de dénombrer, de recenser sur le continent et au-delà même en Europe. Par exemple, le grand rendez-vous du monde agricole en France. Hein. Et donc je pense que la FIARA pourrait aujourd'hui être cette grande vitrine-là pour tous les agriculteurs africains. Alors on parlera de la souveraineté alimentaire, mais aussi des attentes de ce secteur par rapport aux nouvelles autorités. Les premiers pas posés, on se souvient de comment ils ont été réjouis, en tout cas ils sont réjouis de cette mesure du président de la République consistant à faire baisser les prix des intrants, par exemple l'engrais. J'aimerais bien avoir l'avis de M. Pape Abdou Fall, l'accompagnement des structures publiques, parce que eux, pour la plupart, ils sont dans un secteur assez libéral et il faudrait bien sûr que l'État également puisse mettre en place les conditions pour que leur activité puisse prospérer et que cela puisse rejaillir globalement sur l'économie nationale. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec M. Pape Abdou Fall. Et à sa suite, un partenaire, on va le dire, aujourd'hui de Kenkeliba, voilà donc cette entité qui est l'université Alioune Diop de Bambey, qui de plus en plus maintenant devient régulier sur ce plateau avec ses différentes UFR. Et aujourd'hui, l'UFR qui sera à l'honneur sera donc l'UFR Santé, représenté ici par le professeur, le docteur Amadou Ndiadé, qui est maître de conférence titulaire, enseignant-chercheur au département de médecine, de l'unité de formation et de recherche santé et développement durable de l'université Alioune Diop de Bambey. Et il est là pour nous parler de la première promotion, de la fête en tout cas de la première promotion de médecins de cette université. C'est un grand jour, hein. On peut le dire, c'est une date historique pour vous parce que Bambey quand même reste une jeune université comparée à Dakar. Et là, vous allez célébrer donc votre première promotion de médecins. Quelle a été, disons, la formation qui leur a été dispensée et quel est le plan de suivi qui est concocté pour qu'ils puissent s'insérer dans le tissu professionnel. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre deuxième invité, M. Ndiadé. Très bien, merci beaucoup Alioune Badara Kane. Bonjour M. Ndiadé. Alors Alioune Badara Kane m'a un peu, mise en garde par rapport à votre prénom. On dit bien Ndiadé. Très bien, comment allez-vous? Première promotion. Alors ce sont des médecins généralistes ou spécialisés qui sortiront de cette promotion? C'est la première promotion. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, c'est la première promotion qui va sortir. Ce sont des médecins généralistes d'abord. Parce que la formation commence d'abord par le médecin généraliste et suivi plus tard de la formation de spécialisation qui va s'en suivre après la thèse de doctorat d'État. Très bien, Monsieur Fall, à vos côtés, comment allez-vous? Vous avez reçu justement la visite du président de la République.
à la Fiera. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS, bonjour à tous les Sénégalais. Voilà, donc comme vous venez de le dire, on a reçu son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la 24e édition de la FIAWA. Nous le remercions vivement de nous avoir accordé vraiment son temps pour venir visiter la 24e édition de la FIAWA. Très bien, et on va en parler justement durant ce magazine. En attendant, on va passer à la revue des titres. Et on commence par le quotidien Yor Yor qui titre à sa une Yahi Fatou Diagne, 666 milliards 3213 francs CFA dépensés sans justificatif, sans pièce justificative. Ce sera à lire justement dans les colonnes du quotidien Yor Yor. L'As à présent qui titre à sa une avec la photo du Premier ministre Ousmane Sonko. Sonko hâte le pas et active ses troupes. L'évidence qui titre, ce quotidien à sa une par rapport au programme des 100 000 logements, un échec. Alors le ministre Moussa Balla Fofana, le déficit est estimé à 300 millions de logements. Le quotidien, à présent, qui titre à sa une le Premier ministre de la République du Sénégal, Sonko, revue des finances publiques, Sonko passe Macky au scanner. On passe à Direct News avec la photo de l'ancien président de la République, Macky Sall. Une pétition lancée contre l'ex-président du Sénégal pour son extradition. Alors, l'étau se resserre autour de Macky Sall. On passe à Critique avec l'actuel président de la République aux côtés de l'ancien président de la République. Alors il s'agit justement du pouvoir, de point état de grâce finissant. Le tandem patriote sort le bâton en fer. On passe à l'info, l'alerte du professeur Abdoul Aziz Kassé. Alors, les acteurs de la lutte contre le tabac ont organisé hier un cours sur les dangers du tabac au profit des lycées Birabougo Diop et Jean Mermoz. Alors, sans doute un dossier à lire justement dans le quotidien L'Info à la page 7 de ce quotidien. Sud Quotidien à présent, lutte contre les sachets plastiques, le grand échec. Alors, c'est un sujet qu'on pourra lire, Alioune Badara Kane à la une du Sud Quotidien. Alors, on parle effectivement des sacs plastiques. À un moment donné, il y avait quand même cette lutte contre ces déchets plastiques-là. Ben, est-ce qu'il s'agit, on peut parler d'un grand échec? Je crois que quand même il y a certaines nouvelles habitudes qui ont fini par être développées par les Sénégalais. Je vois de moins en moins, en tout cas. Moi, je suis surpris de voir en tout cas ce titre-là. Le grand échec, parce que quand vous parlez de grand échec, ça veut dire qu'il n'y a pas eu pratiquement de réussite. Je crois qu'au moins, on a pu quand même conscientiser quelques-uns de nos compatriotes quant à la nécessité de prendre en charge donc notre environnement par une lutte drastique, en tout cas, contre les sachets plastiques. Déjà, au niveau des frontières maintenant, il faudrait peut-être renforcer davantage le dispositif pour que certains types de papiers plastiques, de sachets plastiques ne puissent plus entrer sur le territoire sénégalais, comme l'ont fait d'autres pays. Je peux prendre l'exemple de la Mauritanie. Il nous est arrivé, nous tous, dans le cadre de nos missions, en tout cas dans le nord du pays, de traverser la frontière pour faire peut-être certains achats du côté mauritanien, par pirogue. Mais sur place, vous n'osez pas brandir un sachet plastique du côté mauritanien. Par contre, quand vous revenez du côté sénégalais, vous le faites allègrement. C'est parce que, peut-être il y a un certain laisser-aller. Je ne dirais pas laisser-aller, mais peut-être une certaine tolérance qu'il faudrait bannir. Parce que quand même, il y va de l'avenir du Sénégal. Et quand vous faites un peu surtout les plages, vous voyez un peu ces rejets-là que fait l'océan, de tous ces sachets plastiques, de tous ces déchets. Donc, véritablement, notre environnement est en péril. Mais je pense quand même que cette mesure-là n'a pas été vaine parce qu'au moins certains Sénégalais aujourd'hui sont conscients des enjeux et savent qu'il faudrait dorénavant véritablement prendre à bras le corps la question environnementale. Merci beaucoup Alioune Badara Kane. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a de plus en plus de sachets en papier et, qui sont biodégradables. Alors, on va continuer justement poursuivre avec la revue des titres, avec le Réumi quotidien qui titre à sa une « Promotion économique et sociale, renforcement de leur autonomie », un clin d'œil du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, aux femmes. Alors, source A à présent, rendez-vous est fixé
fixé le 28 juillet à l'Arène nationale. Il s'agit du face-à-face entre Boignan et Regrec et également justement Air Sénégal à la une du quotidien Source A, indésirable à Baltimore aux États-Unis, sa licence réduite à 6 mois. Alors, avant de parler justement de ce deuxième titre concernant Air Sénégal, peut-être faire intervenir Monsieur Fall par rapport à ce face-à-face entre Boignan et Regrec. Par contre, là, c'est la casquette du promoteur. Voilà. Bon, écoutez, ils sont deux grands champions et puis c'est un grand rendez-vous. Nous leur souhaitons vraiment qu'ils soient tous en pleine forme et puis honorer leurs engagements par rapport aux promoteurs et par rapport aux amateurs sénégalais. Voilà. Et surtout venir à l'heure à la signature justement généralement des contrats ou encore des face-à-face. Généralement, ils viennent très tardivement et ces événements finissent très tard. Alors, on poursuit justement avec Source A à sa une. Air Sénégal, diva fragile, la compagnie nationale sénégalaise dont l'image s'est davantage craquelée à cause de la perte de bagages, de retard de ses avions et interdit de desservir, autant pour moi, Baltimore. Alors, ce sera justement à lire dans les colonnes de Source A. 24 heures à présent, Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en corne pour un élevage de qualité. Et je pense qu'on va parler aussi d'élevage durant justement la rubrique invitée avec la FIARA. Et on a en plateau justement le directeur général de la FIARA, Monsieur Pape Abdou Fall. Le quotidien spécialisé en sport, Stade, Mercato des Sénégalais de France, ISO pour rejoindre Pape Gueye à Villarreal. Alioune Badara Kane, tu penses que ce serait éventuellement probable que ISO puisse rejoindre la Villarreal ou sinon le coach Tandara? Villarreal, oui, je pense que je laisse l'honneur au coach. Oui, c'est du pareil au même. C'est vrai, Villarreal. Je préfère vous entendre. Bon, écoutez, un grand club espagnol, Villarreal, même si ces dernières années, elle n'a pas pu faire grand-chose. C'est aussi ça la vie d'un club. Un club a aussi sa vie. Mais je pense que Ismaïla Sarr, c'est vrai, c'est un club vraiment qui va s'adapter à son style. Hein, puisque, vous savez, c'est surtout un club qui aime ce qu'on appelle le 4-4-2, c'est donc l'animation des couleurs extérieures. Et je pense que Ismaïla Sarr, comme c'est véritablement une flèche, mais je pense que, à mon avis, hein, je suis confiant. D'accord, mais il doit faire quand même des efforts dans les finitions. Je sais que quand on le voit généralement en équipe nationale, on a souvent des maux de tête quant à justement concrétiser justement devant les camps. Je pense que tous les Sénégalais partagent cet avis-là. Ismaïla Sarr, c'est un énorme potentiel, mais extrêmement sous-utilisé, parce que tout simplement, il tarde à se bonifier. Voilà, malgré qu'il a démarré précocement dans le monde professionnel du football, on se souvient de comment il a atterri au FC Metz, au lendemain juste d'une finale victorieuse face au Casa Sport. J'étais à ce match-là, il a crevé l'écran, parce qu'il a de ses atouts, en tout cas très rares dans le football moderne, c'est-à-dire la rapidité, la vélocité. Mais maintenant, il reste la finition, et c'est là où véritablement il pêche grandement pour un joueur de son niveau. Et aujourd'hui, pourtant, il fait partie des gros salaires de l'Olympique de Marseille. C'est ce qui fait que pratiquement les dirigeants phocéens pensent à lui trouver un autre club. Parce que vous ne pouvez pas payer un tel salaire à un joueur et que si vous faites le rapport prix maintenant investissement et bénéfice, parce que quand on parle bénéfice pour un footballeur professionnel, c'est vraiment le nombre de buts marqués, le nombre d'actions décisives qu'il a déclenchées et tout cela. C'est les statistiques d'Ismaïla Sarr à ce niveau sont, je ne dirais pas faméliques, mais sont vraiment faibles. Alors qu'il aurait pu faire plus. Maintenant, Marseille a essayé, a cru en lui, a misé sur Ismaïla Sarr, mais se rend à l'évidence. Peut-être que c'est un joueur qui ne franchira jamais un certain palier. C'est bien dommage pour lui et surtout pour le football sénégalais. Parce que dans le football mondial, je crois qu'ils ne sont pas plus de 3. Les joueurs qui ont le même profil qu'Ismaïla Sarr. C'est lui, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est Vinicius le Brésilien et Dembélé. Mais Vinicius, on a vu comment il a progressé. Dembélé également, de temps en temps, il arrive vitalement d'avoir des fulgurances, de faire d'excellents matchs. Mais avec Ismaïla Sarr, c'est toujours la même copie. C'est-à-dire, il déclenche des actions, mais dans la finition, il pêche. Et là, vraiment, voilà, notre patience est à ses limites, quoi. Hein. Je pense que peut-être c'est ce qui est arrivé aux dirigeants phocéens. Voilà. Très bien. Alors, M. Ndiadié, vous êtes d'avis? Oui, un peu oui, parce que Ismaïla Sarr, moi je trouve que c'est un très bon joueur qui nous a beaucoup quand même montré du bon jeu, qui nous a, surtout à la CAN. Mais bon, c'est vrai aussi que parfois, il nous donne quand même un peu de crise cardiaque avec les finitions.
Très bien, et on va continuer un peu vite fait dans le sport avec l'Europa League. Tu as un peu suivi Aline Bedereken? Oui, la grosse sensation, la première défaite de la saison, et ce en finale, de Leverkusen, qui était promis quand même à la victoire, hein, parce que au regard de la saison immaculée qu'ils ont réalisée en Allemagne, parce qu'ils sont le premier club allemand à terminer une saison sans défaite, donc on s'attendait au moins à ce qu'ils gagnent cette finale-là devant l'Europa League. Mais cela démontre qu'une finale, elle n'est jamais gagnée d'avance. Et pour nous, Marseillais, c'est du baume au cœur, parce qu'on se dit que c'est celui qui nous a éliminés en demi-finale qui prend le trophée. Donc Marseille n'a pas démérité. Et on a même mieux résisté que Leverkusen. Voilà. C'est le bon point à prendre de ce match. Coach, vous avez suivi la finale? En partie. Hein. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est réellement passé chez les pharmaciens allemands. Alors là, je n'ai pas bien compris. Hein. C'est vrai que l'équipe du Bayer Leverkusen, mais évidemment, qui a réalisé un gros exploit. Alors jusqu'ici, il n'y avait pas de défaite, mais là, évidemment, ils ont été stoppés par une équipe qui pratique aussi un jeu ardent, un jeu attiré par l'offensive. Ça ne pouvait être que comme ça, puisque Atalanta, quand même, ces derniers mois, c'est une équipe véritablement qui va au firmament de lendemain enchanteur, puisque vraiment, je crois que c'est une très grande équipe, cette équipe de Atalanta. Monsieur Fall, vous suivez un peu l'Europa League, la Champions League? Bon, hier un peu, parce que je suis un peu pris par la fiara, mais comme le coach Tandara, le coach vient de le dire, Atalanta Bergame, ces derniers mois, c'est une équipe qui est excellente. Et puis c'est le catenaccio italien. Hein. S'il marque avant l'équipe adverse, c'est fini. Hein. Donc c'est le jeu groupé et puis voilà. Donc, quelle que soit la performance de l'équipe adverse, rien ne se passera. Monsieur Ndiaye, vous avez suivi, vous? Non, moi, ces temps-ci, on est tellement pris par la préparation de la première promo. On n'a pas le temps vraiment de suivre les matchs. Comme le coach Tandara dit souvent, le football n'est pas une science exacte. Et genre, aujourd'hui, ça en est la preuve. Hein. Alors justement, coach, on va rester avec vous pour la rubrique gymnastique, juste après le jingle. Alors coach, ce matin, on va parler de poids du corps, la musculation avec le poids du corps, et justement, vous allez nous en dire un peu plus. Oui, c'est ce qu'on appelle surtout les aptitudes physiques fonctionnelles, ce genre de musculation avec le poids du corps. D'ailleurs, c'est ce que les coachs les plus chevronnés appellent la familiarisation. C'est-à-dire, c'est pour préparer le cœur, les articulations, les muscles à des efforts qui sont plus ou moins progressivement pour atteindre un certain résultat. Alors je crois qu'en ce qui concerne cet entraînement fonctionnel avec, disons, cette gymnastique, la musculation avec le poids du corps, c'est vrai que là aussi vous trouvez un certain nombre, en tout cas, d'exercices. Si vous prenez les exercices les plus courants, vous avez les appuis faciaux, j'aime bien ce qu'on appelle les pompes, si vous voulez. Vous avez aussi les squats, vous avez également d'autres exercices que sont, par exemple, les splits. Vous avez aussi ce qu'on appelle cet entraînement assez fonctionnel qui va vous permettre de faire surtout les fentes avant, les fentes arrière, mais aussi les fentes bulgares. Ça, ce sont des exercices vraiment appropriés pour ce travail avec la musculation, avec le poids du corps. Alors, si vous le voulez bien, nous allons passer à l'action avec, cette fois, pas le coach bout, mais le coach dos, puisque nous étions à Rufisque. Allez, on y va. On regarde et on revient juste après. Bonjour, nous voilà ce jeudi pour vous présenter notre capsule du jour. Mais avant tout, je voudrais saluer le coach Tandara qui est sur le plateau et toute l'équipe Kinkiliba, mais aussi à vous, chers téléspectateurs de la RTS. Nous vous disons un grand bonjour et pour aujourd'hui, maintenant, on va vous présenter une séance d'entraînement qui sera la musculation au poids du corps. Autrement dit, ça sera une séance de renforcement adéquate à toutes les âges et à toutes les générations. Aujourd'hui, notre outil qui est disponible en plein temps, c'est notre poids du corps. Alors, je vais vous donner rendez-vous tout de suite dans les démonstrations des exercices que je vais vous proposer. Et merci à tout à l'heure. Bonne journée à tout le monde. On sait qu'on peut faire de la musculation sans objet. J'y arrive. Alors, coach Tandara, avec cette
musculation. Mais qu'est-ce que j'ai ce matin avec la musculation sans objet? Alors, il y a beaucoup d'avantages, surtout pour les sédentaires. Ah oui, bien sûr, il y a beaucoup d'avantages. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce genre de musculation... Vous savez, le muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Ça, c'est naturellement. Alors, je prends l'exemple, par exemple, d'un bureaucrate qui est donc là. Souvent, c'est les DG, c'est les hautes personnalités qui font de très, très longues heures dans les bureaux. Ça fait travailler un peu les méninges. Vous avez souvent des courbatures, souvent c'est des ankyloses, c'est des lordoses, c'est en fait certaines pathologies. Alors, qu'est-ce qui provoque ça? Le fait de rester très, très longtemps dans les bureaux. Vous avez le dos rond, vous avez la colonne lombaire qui ne se passe pas comme cela devrait être. Donc, énormément de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là? Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez avoir, je disais tout à l'heure, certaines lordoses, le mal du siècle, comme l'appellent certains, le mal de dos. Alors ça, il suffit de se lever, quitter le siège, aller faire cette musculation de posture. Et c'est chaud. Très bien. Alors, Monsieur Fall, vous faites un peu de musculation de posture ou vous faites vraiment du sport? Oui, moi je suis un sportif, hein. Je suis dans le football, voilà, donc il y a des gens qui... Vous faites du sport? Ah oui, je joue tous les vendredis, je joue tous les dimanches au stade de Parcelles Assainies. Le vendredi, on est à l'école de police. Moi, je suis un pur sportif. Hein. Ah, vous n'êtes pas comme Alioune Badara Kane. Alors, Monsieur Ndiadje... Moi, je l'ai dépassé sur la corniche. Voilà, de loin, j'ai reconnu sa silhouette parce qu'il ne passe pas inaperçu. J'étais en voiture quand même. Lui, il celui-là, c'est le promoteur Pape Fall. Hein. Ce n'est pas un sportif du dimanche comme les autres promoteurs. Non. Lui, c'est un bon pratiquant. Je ne peux pas rester 2 jours sans faire du sport, c'est pas possible. Très bien. Monsieur Ndiadje, je sais qu'entre la médecine, les cours, il n'est pas évident de faire du sport. Il vous arrive de faire du sport de temps en temps? Oui, obligé, parce que, en fait, pour pouvoir faire certains gestes, déjà, il faut être en forme déjà. C'est vrai. Parce que nous, on est enseignant à l'université, mais en même temps, on est praticien aussi hospitalier. C'est-à-dire on jongle entre l'université et l'hôpital. Donc on a des services à gérer là-bas, on bouge beaucoup. Et il est très important de se maintenir en forme. Et effectivement, on fait du footing, minimum 30 minutes par jour. Ça, c'est le minimum parce qu'on dit qu'intensément 30 minutes et léger, 1 heure de temps par jour. Ça suffit largement. Et 3 fois par semaine, c'est ce qui est recommandé. Donc le minimum, quoi. Donc c'est ce que je fais. Très bien. T'as entendu, Alioune? Non, j'ai pris bonne note. Hein. Très bien. Alors, coach, nouvelle résolution, faire du sport régulièrement. Pour cette année 2024, je sais que déjà on est en milieu d'année, donc tu devrais sans doute commencer dès à présent. Alors, coach, il y a d'autres avantages justement à la musculation avec le poids du corps? Ah oui, ça va. Le premier avantage, c'est que ça va vous booster un peu votre métabolisme. Je crois que ça, c'est non négligeable. Et c'est vraiment cette plus-value-là, puisque ça va vous permettre, en tout cas, d'avoir une certaine amplitude au niveau et des muscles et des articulations. Ça va vous permettre d'éviter les cellulites. Alors là, je crois que c'est une chose tellement importante. Et puis, même pour le sportif de très haut niveau, souvent, il est bon, par exemple, parce que chaque fois, vous faites des renforcements musculaires avec des charges, des poids et des haltères. Mais il est bon souvent d'apporter cette cassure totalement et d'aller vers une musculation avec le poids du corps. Alors, ceci va en tout cas travailler d'autres secteurs, par exemple les muscles profonds, et ça va faire du bien. C'est vraiment cette plus-value-là qu'il faut, surtout des amplitudes des mouvements, puisque comme vous le savez, souvent quand vous travaillez beaucoup les muscles, des fois vous avez des contractures, vous avez certaines ankyloses et autres. Mais là, pour éviter tout cela, c'est donc de faire une rupture, d'éviter complètement la musculation avec charge et aller vers ce genre de musculation-là. Alors là, ça va vous faire beaucoup de bien parce qu'au niveau des propriétés physiologiques des muscles, par exemple, là, vous n'avez aucun problème. Que ce soit surtout une physiologie comme les amplitudes, vous avez d'autres qui sont vraiment nombreux, mais là, ça vous permet en tout cas d'être à l'aise et surtout cette rupture-là qui est intéressante.
Très bien, merci beaucoup coach pour votre chronique de ce matin. Un petit bonjour à Sodagay Dramé, également Lamine Fall qui nous suivent actuellement sur notre live Facebook. On passe à la rubrique invité juste après ceci. Et ce matin, nous recevons en plateau Monsieur Pape Abdou Fall. Il est le directeur général de la FIARA, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Aline Badarakan, c'est à toi. Alors, honneur au monde agricole, représenté ici par Pape Abdou Fall, le directeur général donc, de la FIARA. Je rappelle encore une fois la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales qui a évidemment fini par se positionner comme étant le plus grand rendez-vous, en tout cas, du monde agricole ici au Sénégal et même en Afrique de l'Ouest. Et c'est une fierté pour le Sénégal, mais surtout pour vous qui en êtes, disons, la cheville ouvrière. Et vous avez été vraiment honoré dernièrement par la présence sur les lieux au CICES du président de la République, nouvellement élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui démontre certainement son attachement pour le monde agricole, parce que sans une agriculture résiliente, souveraine, on ne peut prétendre à l'émergence. Alors, quel a été le sentiment qui vous a animé, Pape Abdou Fall, en tant que directeur général de la FIARA, en recevant le tout nouveau président de la République du Sénégal? Merci Aline Badara. Permettez-moi d'abord de le remercier de nous avoir consacré de son temps pour venir rencontrer tous les exposants, donc nous honorer avec son ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, aussi M. Mobouba Diagne. Les exposants sont contents parce que ça fait longtemps que le président de la République du Sénégal n'est pas venu à la FIARA. Donc, comme vous le savez, la FIARA est à sa 24e édition. Aujourd'hui, nous sommes passés de 875 exposants à 1024 exposants. Donc, si vous entrez à la FIARA, vous verrez qu'il y a un pavillon de 4600 mètres carrés qui était occupé les années passées. Cette année, on a mis un chapiteau de 4000 mètres carrés, plus un autre chapiteau qui a abrité le SIARA. Une initiative qu'on a mise sur place cette année, c'est permettre aux hommes d'affaires qui n'ont pas beaucoup de temps de venir participer pour une courte période de 3 à 4 jours, venir exposer, rencontrer leurs cibles, discuter, échanger, voire même signer des partenariats. C'est ça le SIARA. Parce qu'auparavant, on avait 2 à 3 semaines de foire qui permettaient aux paysans de liquider leur stock de produits et aller en hivernage. Parce que bientôt l'hivernage. Avec une forte présence des pays de la sous-région, de fortes délégations italiennes, de la Turquie, de la France. Cette année, la FIARA a reçu pas mal de délégations. Donc, nous profitons quand même de l'antenne pour les remercier encore, leur dire djirejef encore. Mais l'innovation majeure de la FIARA cette année, c'est le SIARA. Donc, pour permettre maintenant aux étrangers de venir participer à la FIARA pour une shorte durée. Voilà. Le SIARA, on peut dire, c'est un peu le volet scientifique de la FIARA. Voilà, c'est le salon, c'est le volet salon. Oui. Parce que maintenant, les gens n'ont plus de temps pour rester ou bien aller quelque part 2 semaines, 3 semaines. Mais toujours, ils ont sollicité ou bien ils venaient en visiteur professionnel, entre autres, en visiteur professionnel. En visiteur professionnel d'abord pour les professionnels. Mais aujourd'hui, d'après les enquêtes qui ont été menées par la FIARA, avec des fiches d'enquête, c'est ressorti qu'on doit vraiment leur trouver un cadre. D'où l'organisation cette année du premier SIARA. Parce qu'il y a FIARA, il y a SIARA. Donc c'est un salon qui est organisé en marge de la foire. Donc les paysans peuvent toujours utiliser la FIARA pour écouler leur stock avec leurs partenaires des pays de la sous-région, entre autres les autres participants. Mais pour le volet scientifique, comme vous venez de dire, et visiteurs professionnels, entre autres, exposants professionnels, on a créé un cadre spécifique dénommé SIARA. Pour un partage d'expérience, en tout cas, par exemple, pour les différents exposants qui viendraient et qui voudraient participer à ce SIARA. Par exemple, on peut s'appuyer sur certains modèles qui réussissent bien en Afrique. Si on parle de l'agriculture, souvent on cite le Ghana ou bien la Côte d'Ivoire pour la diversification de leur secteur agricole. Mais c'est l'idée, l'objectif final.
en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté et de l'Élevage, c'est de faire de Dakar le carrefour de l'agriculture ouest-africaine ou bien même mondiale. Parce qu'aujourd'hui, si vous visitez la Fiara, vous verrez qu'il y a des femmes qui sont très braves, qui ont fait des résultats dans l'agriculture. Elles sont accompagnées par leurs partenaires. Vous verrez des jeunes de 20 ans, 25 ans qui sont millionnaires avec des lapins, avec des pigeons, des moutons, entre autres, j'en passe. Ce sont des jeunes qui vivent de l'entrepreneuriat. Donc nous encourageons encore la jeunesse à s'investir encore dans l'entrepreneuriat. Mais si vous êtes là, dire que moi j'ai un master 1, 2, 3 et j'attends l'État. Mais attends, il faut poser les jalons et l'État va suivre. L'État dégage une politique. Mais ce sont ces acteurs et c'est à la population ou bien ces jeunes entrepreneurs de suivre et les leviers de l'État sont là pour les accompagner et les encadrer. Je lance un appel aussi à ces structures d'aller encore vers cette jeunesse pour les encadrer, leur parler et les assister. Donc c'est ça l'objectif de la FIARA. Donc aujourd'hui, ça permet de vendre, ça permet d'encadrer, ça permet encore aussi d'assister. Et de nouer des contacts. Et de nouer des contacts, voire même d'orienter la jeunesse vers l'agriculture qui est le moteur du développement. Bien sûr. Très bien. Anta? Moi, je voudrais revenir éventuellement sur la transformation de ces produits-là. Est-ce que finalement la SIARA permettrait aujourd'hui de trouver des partenaires internationaux ou même de la sous-région pour pouvoir justement écouler ces produits? Je sais que souvent, on a un problème justement quant à la transformation de ces produits-là. Généralement, il y en a eu, je pense qu'il y a eu une situation où on venait à jeter des produits qu'on a à cultiver ici au Sénégal. Alors que ces produits-là permettraient éventuellement d'avoir une seconde vie à travers la transformation. Bon, il y a une avancée. Hein. Si je prends les céréales, aujourd'hui, dans toutes les structures de vente ici, les grandes surfaces, vous verrez les céréales transformées. Donc, sur les étalages, entre autres. Hein. Alors, les produits jetés, à une période, c'était le problème du lait. Donc, chacun se plaignait parce qu'il y avait une mévente, il y avait une forte production, parce qu'une vache laitière te produit 15 à 17 litres, voire même plus par jour. Si tu en as une dizaine ou bien une cinquantaine, écoute, il faut vraiment que tu crées. C'est là où je lance un appel. En tant que fermier, ou bien propriétaire d'une ferme, l'idéal, c'est de mettre un réseau de distribution. Ça ne sert absolument à rien du tout d'acquérir des vaches laitières, d'acquérir, comment on peut l'appeler, de l'élevage un peu partout et que tu n'as pas quand même un canal de distribution. Donc, moi, je pense que je leur demande encore d'étudier leur projet. Parce que ce n'est pas parce que l'État subventionne des vaches, entre autres, que vous me permettez, le docteur vienne quand même en acheter 3, 4, 5, mettre dans sa ferme, et que demain, il réveille M. Fall ou bien Aline Badr pour lui dire, mais écoutez, moi j'ai du lait, je ne peux pas, j'ai pas la capacité de le vendre, et puis je suis obligé de le déverser. Et ça fait une mauvaise communication. Et vous savez qu'il y a quelques mois, l'État, chaque année, appuie les éleveurs avec l'arrivée des vaches laitières ici, que vous avez même couvert, que la RTS a... Bien sûr. Donc aujourd'hui, je lance un appel. Il faut vraiment que les gens, ou bien les investisseurs, ou bien les propriétaires de fermes aient leur canal de distribution, ou bien des points de vente de leurs produits. Parce que c'est ça qui peut rentabiliser leur investissement. Mais sinon, ça ne passera pas. Mais c'est vrai, c'est important. Il faut bien maîtriser ce circuit, en tout cas, de la distribution, mais également faire de telle sorte que vous ne soyez pas concurrencé de façon sauvage aussi par ces produits qui nous viennent d'ailleurs. Si vous parlez de la filière laitière, par exemple, un éleveur européen, lui, il est subventionné par l'Union européenne. Hein? Il exporte facilement ses produits sur le marché africain, alors que vous, déjà, vous avez un produit, vous ne savez même pas quoi en faire, le stock est là, mais au regard des prix qui sont pratiqués entre vos dérivés du lait et ceux-là, par exemple, de l'importateur ou bien de l'exportateur européen, il n'y a pas photo. Le client fait vite son choix. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, aujourd'hui, revoir un peu les normes pour protéger davantage nos produits avant de nous ouvrir davantage au monde? Alors, moi, je pense qu'Aline Badara, on a un nouveau gouvernement.
L'idéal premier, c'est d'évaluer les investissements de l'État d'abord. C'est-à-dire, il y a des structures qui ont bénéficié de l'appui de l'État. Vous venez de dire que l'Union européenne subventionne l'exportation des produits, entre autres. C'est valable pour aussi le Sénégal. Les cargos de vaches que vous venez de voir, ou bien que vous avez vu ici, c'est subventionné par l'État du Sénégal. La logique voudrait quand même qu'il y ait un suivi du département de l'élevage. Parce que c'est ça qui permettra quand même à l'État de voir si au niveau du coach Tandakata ou bien au professeur, ce que l'État a donné est bien réel et c'est existant là. L'audit voilà. Des subventions. En Parce tout que cas, aussi, ce sont des milliards qui ont été investis. Est-ce que ça a pu profiter aux vrais acteurs bénéficiaires? Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un suivi. Parce que ça, c'est un appui de l'État. C'est une subvention de l'État. La logique voudrait quand même qu'il y ait un suivi. Et je comprends aujourd'hui avec le nouveau organigramme des départements ministériels, je pense que le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté et de l'élevage ne ménagera aucun effort pour une bonne organisation de cette filière. Parce que ce qui se passait ne pourra plus se passer. C'est comme l'exemple de aller au CIA de Paris dépenser des centaines de millions ou bien des milliards pour aller exposer quoi. Et si vous venez à la FIARA, tout ce qui se précipitait avec des ordres de mission, avec des investissements colossaux au CIA de Paris, vous ne pouvez pas même pas les retrouver à la FIARA. C'est ça. Alors tu devrais faire la promotion, par exemple, de la FIARA avant le salon de Paris. C'est ce qu'on appelle le Gumsebop. Charity begins at home. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, je vois. Il faut qu'on change un peu de mentalité. Ce Sénégal, ce n'est pas un président ou bien un premier ministre qui peut le développer. C'est nous les acteurs, nous les Sénégalais, qui doivent s'investir, poser les jalons d'une collaboration ou bien, comment on peut l'appeler, d'un accompagnement. Parce que l'État ne peut que tracer. C'est nous qui devons accompagner l'État. Et pour accompagner l'État aussi, il faut quand même qu'il y ait de la sincérité, de l'engagement et du courage. Et du patriotisme économique. Mais vous démêlez, vous connaissez les circuits pour chercher de l'argent, vous connaissez les circuits pour trouver des billets d'avion. Aller à Paris, mais attends, faire une semaine, 10 jours. Aux frais du contribuable. Aux frais du contribuable sénégalais. Ici au Sénégal, on a la FIARA. Vous avez bénéficié des subventions de l'État. Vous avez été toujours appuyé par l'État. Et vous ne pouvez même pas vous déplacer pour montrer ce que l'État a fait pour vous. Mais écoute, on doit arrêter et se regarder en face et se dire la vérité. En tout cas, ce discours est rassurant et cela démontre tout votre engagement pour une agriculture et un secteur de l'élevage souverain. Et cela véritablement nous rassure. Merci beaucoup, Pape Abdou Fall. Merci. On reviendra sur, bien sûr, également les autres aspects de cette FIARA, la 24e édition, mais sur aussi ce modèle de réussite. Parce que quand même, tenir 24 éditions, c'est pas facile, c'est pas gagné. Parce que quand on sait que, par ailleurs, d'autres exemples ont fait faillite, parce que ça demande beaucoup de logistique, beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation. Et ça, vous l'avez réussi quand même. Mais on y reviendra dans la deuxième partie. Inch'Allah. Effectivement, comme Aline Badarakan l'a si bien dit, dans la deuxième partie, d'autres questions pour vous, Monsieur Fall. Alors, on va passer à la rubrique archives avec Aline Diop. Alors, avant ça, peut-être... le clip du jour, Francis, parce que j'ai vraiment du mal à t'entendre, le clip du jour. Et après, on se retrouve. Alors, Aline Badarakan, avant de passer au clip du jour, peut-être un mot, justement, vis-à-vis de monsieur le docteur ou professeur par rapport à la FIARA, l'élevage, également tout ce qui est élevage, tout ce qui est, on va dire, élevage, ressources animales, entre autres transformation, agriculture. Est-ce qu'il vous arrive de visiter la FIARA? Oui, effectivement. Moi, il m'arrivait même de participer parfois aux foires parce qu'on est des agriculteurs. Moi, je viens du Fouta, donc on est des agriculteurs. On faisait du riz, on faisait de l'oignon. Et on prenait des stands autant, des stands au niveau de la foire, et puis on véhiculait notre marchandise. On avait du riz qui s'appelait Astel. Oui, Astel. Voilà, donc on participe beaucoup, surtout là, on est au niveau de la vallée du fleuve. D'accord. Donc le riz, on connaît bien, on en fait beaucoup. Vous en faites toujours?
Bon, parce que récemment, on était tellement occupés avec beaucoup de choses qui ont fait, mais on en fait toujours. On en fait toujours, mais à moindre échelle maintenant. C'est bien, c'est encourageant. Cela démontre que les Sénégalais quand même, s'intéressent de plus en plus à leur agriculture. Le monde agricole d'une manière générale, on va le dire. Voilà. Très bien, je sais que toi tu vas t'intéresser éventuellement à l'élevage, notamment production de lait, en tant que bon halal. Alors on va passer tout de suite à la rubrique archives. Alors le jingle ou sans jingle, Francis? On va enchaîner. Alors on enchaîne avec justement... Alioune Diop, de l'autre côté des studios. Alors, comment ça va, Alioune, ce matin, et surtout, de quoi va-t-on parler? Bonjour à toute l'équipe de Kenkeliba. Aujourd'hui, dans Archives, on va essayer de comprendre un peu ce que c'est que le village d'Anoumabo. Le prétexte, c'est bien sûr la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, du 14 au 19 mai dernier. Donc, village d'Anoumabo, qui est dans la commune de Marcory, Anoumabo, donc qui abrite ce festival, puisque cette année, il y a eu ce qu'on appelle FEMUA traditionnel, donc pour valoriser les traditions, les cultures fondamentales. Alors, il était question de valoriser les cultures ébriées. Et qui dit ébriée dit l'ethnie Achan. L'ethnie Achan avec des sous-groupes, beaucoup de sous-groupes connus pour être des guerriers. D'ailleurs, la danse des guerriers, c'est ce qui a été exhibé l'autre jour à Anoumabo pour valoriser toutes les cultures Achan avec beaucoup de danse, mais aussi des percussions, mais aussi des tambours sacrés qui étaient justement sortis pour être présentés au public, et tout le village était là. Un village qui est né en 1967, puisque après Atekoubé, après Plateau, après Trécheville, c'est comme ça que cette communauté s'est installée à Marcory, dans le village d'Anoumabo. Voilà comment est né le village d'Anoumabo, avec toutes ses valeurs vestimentaires, côté vestimentaire, mais aussi côté pour parler des repas. Voilà, dans Archives aussi, dans Archives aujourd'hui, donc on a essayé un peu de parler de Anoumabo, qui abrite le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Anta, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais devoir aller retrouver Yolande Ndiaye dans le studio Amadouba pour plus près de vous que l'Indjégué. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Alioune Diop, et surtout rendez-vous sur Radio Sénégal International pour plus près de vous, Gulen Ndiégué, auprès de Yolande. Et il nous a fait découvrir, Alioune Badara Kane, Anoumabo, le 16e festival, la 16e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Là, je pense l'un des plus grands rendez-vous culturels également du continent, qui porte la signature du groupe Magic System qu'on a eu à recevoir sur Kenkeliba, pour revenir un peu sur donc, ce festival-là des musiques urbaines d'Anoumabo. Anoumabo, un quartier mythique aujourd'hui, mythique parce que tout simplement, ils ont quand même su lui trouver une identité remarquable à travers ce festival-là qui brasse des millions, beaucoup de revenus et qui impacte la vie de la communauté, parce qu'on a vu comment ils ont investi sur place à travers la création d'écoles, la construction d'écoles, la construction de structures de santé. Cela démontre que ces artistes-là sont engagés. Ils devraient véritablement inspirer plus d'un sur le continent. On en a également des modèles un peu partout. C'est ce que fait pratiquement, on va le dire, même s'il n'est pas artiste, mais bon, c'est un artiste du ballon, par exemple, Sadio Mané. Aujourd'hui, grâce à Sadio Mané, ce village de Bambali est pratiquement l'un des plus célèbres du Sénégal. Donc c'est pratiquement le même cas pour Anoumabo, devenu célèbre mondialement grâce au groupe Magic System. Merci beaucoup, Alioune Badara Kane. Justement, en parlant de musique, on va passer au clip du jour. Qu'est-ce qu'il nous propose ce matin, Francis? Je vous propose... C'est toujours passionnant, justement, de parler d'élevage. Alioune Badara Kane, bon, c'est un passionné d'agriculture, un passionné, justement, de la nature. Et ça se comprend à chaque fois qu'on a un invité lié à tout cela. Vraiment, il est passionné. Il montre, justement, tout son amour pour la nature. Alors, on va passer tout de suite au bulletin d'information composé par la rédaction de la RTS. On se retrouve juste après. La Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté a accueilli le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Occasion pour l'autorité de faire l'état des lieux de ce programme qui concerne l'ensemble des départements du Sénégal. Nous avons constaté que cette maison de Tivaouane, elle est prête dans les documents et que nous pourrons procéder à son inauguration
nous allons formuler quelques réorientations pour pouvoir mieux prendre en charge les préoccupations de cette jeunesse. La Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, un bijou qui donne espoir à la jeune génération. À vous, la jeunesse de Tivaouane, c'est votre bijou à vous. Moi, je vous recommanderais d'en prendre soin et d'en faire un bon usage. Et sachez que cette jeunesse-là, vous êtes au cœur des priorités de ce gouvernement. Tout se fera avec vous, pour vous, et ça permettra de servir d'un dénominateur commun pour les 3 segments combinés, jeunesse, sport et culture. J'ai pu aussi me rendre compte que le digital est au cœur aussi du contenu de cette maison de la jeunesse. J'ai pu aussi constater qu'il y avait, en tant soit peu, des installations sportives qui pourront profiter à la population scolaire. Face à l'interpellation des responsables de la commune sur les arriérés de salaire des jeunes mis à disposition de cette structure, le ministre rassure. Sachez que, moi, dès ma prise de service, nous avons pris connaissance de ce dossier-là. La situation, l'état des lieux est en train d'être fait et nous rendrons compte aux autorités de la façon la plus fidèle pour pouvoir prendre des orientations et de pouvoir servir cette jeunesse-là. Mais rassurez-vous, la démocratisation de l'accès à la formation, à l'insertion socio-professionnelle sera au rendez-vous. Composée de différentes unités, cette maison de la jeunesse et de la citoyenneté va permettre aux jeunes du département de Tivaouane de s'épanouir et d'exprimer leurs talents. La DER/FJ, plus que jamais au service de l'entrepreneuriat. Cette journée thématique au cœur de la FIARA réunit entrepreneurs à succès et jeunes en quête de début dans l'entrepreneuriat, sans oublier les experts et partenaires. La DER incite ainsi les jeunes à faire carrière dans le secteur agricole. Montrer aux jeunes étudiants que nous pouvons quand même investir dans le secteur agricole et c'est un business très rentable. Donc, à travers cette thématique, nous avons présenté 2 personnes qui ont réussi dans 2 secteurs différents. Un qui est dans la transformation et un autre qui est sur la production agricole. Et c'est le résultat, en tout cas, c'est une fierté pour nous d'avoir initié cette activité et de donner des résultats concrets à ces jeunes qui, demain, sont de potentiels entrepreneurs. Je reviendrai un peu sur les résultats d'ADRC. 37 milliards de financement dans le secteur agricole. Sur les 37 milliards, les 25 milliards ont été alloués à l'agriculture et les 12 milliards à l'élevage pour à peu près 50 000 bénéficiaires. La DER participe régulièrement à la FIERA autour du triptyque financement, accompagnement et formation. Elle accorde une importance à l'agriculture et par ricochet à la souveraineté alimentaire. Parce que dans l'agriculture au Sénégal, il y a beaucoup à faire. Donc nous ne pouvons que magnifier cela et témoigner toute notre gratitude aux organisateurs de cette journée thématique d'aujourd'hui à l'occasion de cette foire internationale pour l'agriculture, mais aussi pour les ressources animales. Je disais tout à l'heure que cette foire est l'activité phare de l'agriculture et l'élevage au Sénégal. D'ailleurs, je peux même dire que c'est la seule activité phare de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal, parce que c'est la foire internationale qui polarise des efforts provenant de 17 pays. La DER/FJ compte intensifier ses actions en faveur d'une agriculture moderne, durable et résiliente, et ce, de manière inclusive au bénéfice des populations. C'est des mesures phares qui sont prises par les nouvelles autorités dans le seul but d'accompagner les producteurs pour booster les rendements. À Kaolack, les acteurs sont en plein préparatif de la campagne agricole. Sur le terrain, les champs sont débroussaillés, nettoyés en attendant les premières semis et gouttes de pluie. Conscient du pilier fondamental que représente l'agriculture dans l'économie nationale, l'État du Sénégal a déboursé 120 milliards comme subvention, un appui de taille qui rassure les acteurs. C'est une réponse donc aux doléances des producteurs, parce qu'effectivement, c'est une doléance qui a été souvent renouvelée par les agriculteurs, comme quoi qu'ils voudraient que l'État donc renforce son appui en termes de fertilisants. Et cette année, donc, une bonne partie de la subvention donc, est destinée à renforcer donc, les fertilisants minéraux.
Ainsi, le quota national connaît une hausse conséquente. Le prix des semences et engrais réduit, la part des femmes spécifiées en termes d'engrais et de semences subventionnées. Des stratégies sont en prise pour augmenter sensiblement la production agricole, aussi les rendements. La première étape est assurée, donc c'est-à-dire une hausse des quotas d'engrais, mais aussi une baisse du prix de l'engrais. Les fertilisants contribuent en premier lieu à cette amélioration donc, de la productivité agricole. Dès lors que les sols sont pauvres, parfois la salinisation est une réalité. Kaolack donc va travailler donc, pour améliorer donc, les rendements et pour aussi augmenter la production agricole. Maintenant, fort heureusement, les prévisions saisonnières pour cet hivernage sont favorables. Du côté des bénéficiaires, on apprécie positivement ces innovations. C'est le cas des membres de la coopérative agricole de Keur Socé à quelques kilomètres de Kaolack. La structure compte 80 organisations de producteurs, soit 3600 membres. Mise en place depuis 2006, cette année, il est prévu d'emblaver 3400 hectares pour différentes spéculations. Riz, mil, maïs, arachide. On a une coopérative qui accompagne les producteurs, surtout sur la prestation des services. Comment on va faire que les producteurs avoir leur propre intrant, avoir les matériels agricoles à bas prix surtout. Un ménage, 1 hectare de riz pour lutter contre la pauvreté. Le projet est en phase expérimentation. Sa réussite devrait avoir un impact majeur sur le quotidien des populations. À vive allure, sur l'autoroute, les images vous parlent, à l'image de ce qui se passe dans le monde. Le graffiti est aujourd'hui un art qu'on trouve partout dans les plus grandes capitales du monde. Que ce soit à Paris, à Tokyo, à New York, vous verrez qu'il y a des graffitis sur les murs. Et voilà, nous, en tant qu'artistes, on fait ces choses depuis des années. Nous en sommes à la 14e édition. Et la particularité de cette édition, c'est le mur, exactement, qui doit faire 2 km. Partant de Maliki jusqu'à Colobane. Le défi est grand, détrôner Dubaï, qui détient jusque-là le mur de graffiti le plus long au monde. Le Sénégal y est presque, avec ses fresques sur 2 km. Mais ce mur que vous voyez doit être dans un mois le mur le plus long du monde qu'on veut réaliser ici au Sénégal, à Dakar. Il y a quelques années en arrière, c'est Dubaï qui détenait le record, qui était à 1,6 km. Voilà, c'est ça l'objectif. Nous voulons faire le mur le plus long de graffiti au Sénégal, à Dakar, dans le cadre du Festigraph. De l'avenue Maliksi à Colobane, la fresque murale dévoile des thèmes aussi divers et variés, comme le vivre ensemble, l'enfance, la laïcité que le graffeur Balayara représente dans une calebasse qui flotte sur le lac Rose. Je voulais juste montrer le partage qu'on a ici au Sénégal. Parce qu'il y a des chrétiens ici à côté, mais à côté aussi, il y a des musulmans. Donc je voulais juste montrer ça, c'est pourquoi j'ai mis une grande calebasse. Et la calebasse est sous l'eau, si vous voyez. Il y a le lac Rose aussi, parce que je voulais aussi dénoncer un peu. Le lac Rose a commencé à perdre beaucoup de choses, quoi. J'ai montré la mosquée, j'ai montré aussi l'église aussi à côté, juste pour montrer qu'on vit ensemble. Ensemble, nous pouvons changer les données, quoi. Qu'on est chrétien, qu'on est musulman, on est tous ensemble, quoi. On est tous des descendants d'Adam et Ève. Descendants d'Adam et d'Ève, ces graffeurs venant de partout à travers le monde, dans le cadre du 14e Festival international de graffiti en Afrique, pour symboliser, à travers leurs pinceaux, sur ce mur dakarois dénommé Ndaktaru, tout leur art. Au festival, pour faire aussi tous les murs plus longs du monde, et comme si aussi manger un petit peu la culture du Sénégal, et seulement, pas faire seulement des amis, faire aussi des familles ici, avec le Sénégal, et comme ça faire un petit support pour les murs plus longs du monde. Le mur de graffiti le plus long au monde qui se dévoile et qui ne passe pas inaperçu pour les automobilistes, même en toute vitesse. C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Si vous venez de nous rejoindre, il est 7h39. Bienvenue. Et je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Mandjou Diop, à qui nous souhaitons justement une agréable journée. Alors, Alioune Badara Kane, c'est le cousin de ton ami.
Ah oui? Mohamed. Ah, ça fait plaisir. Joyeux anniversaire à Mandjou Diop. On te souhaite une agréable journée, longue vie et santé de fer. Alors, elle nous a rejoint en plateau. Laura, comment vas-tu? Ça va très bien, merci ce matin. Ta chronique culture de ce matin va parler de quoi? Alors ce matin, on va parler des arts numériques et plus précisément justement comme moyen de reconnecter un peu les générations à l'art et à la culture avec une exposition qui se tient actuellement au musée de l'IFAN. Je rayonne ce matin, je ne sais pas pourquoi. C'est gentil, merci. Alors, Aline Badarakan, on passe d'abord à la rubrique invitée avant de passer à la rubrique oui, si tu le veux bien. De Laura. Hein, tu es la reine du plateau. On y va, alors. Pour te titiller, non, sincèrement, on a le professeur en place, donc je ne vais pas secouer le drapeau rouge ce matin. Alors, on reçoit en plateau ce matin monsieur Amadou Ndiadé. C'est bien ça? Ndiadé. Voilà. Très bien, j'y suis arrivée. Après le jingle, la rubrique invitée. Sans transition, on enchaîne. C'est comme? TH Ndiadé. D'accord, Ndiadé. Voilà. Et là, c'est Ndiadé. 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 Monsieur Ndiadé, bienvenue encore une fois en plateau. En tout cas, c'est un plaisir, un honneur, surtout pour nous de vous accueillir. Docteur Amadou Ndiadé, maître de conférence titulaire, enseignant-chercheur au département de médecine de l'unité de formation et de recherche santé et développement donc durable de l'université Cheikh Anta Diop de Bambey, une jeune université, même si elle se dirige vers quand même ses 10 ans. Elle a déjà plus de 10 ans. Elle a déjà plus de 10 ans, mais comparé à la vieille Université Cheikh Anta Diop de Dakar, quand même, elle est bien jeune, surtout sa faculté de médecine qui va célébrer la fête de sa première promotion. Enfin, une première cohorte de médecins formés par l'Université Cheikh Anta Diop de Bambey. C'est un grand jour pour vous, professeur, j'ai envie de dire. Oui, c'est un très grand jour. C'est le fruit d'un travail qui a été très difficile. Comme l'on dit, tout début est difficile. On a commencé, le département de médecine a vu le jour, pour la première fois, c'est en 2017. D'accord. On a commencé en novembre 2017. Donc c'était l'année scolaire 2017 et 2018. 7 ans. Ça fait 7 ans. Oui. Et donc, effectivement, l'année scolaire, la durée des études médicales générales, c'est 7 ans. Voilà. Donc, ils viennent de finir. Et effectivement, je fais partie des premiers enseignants de ce département. Et donc, on a vu les jeunes au début, ils ont fini avec nous. Et c'était vraiment, c'est un sentiment qui est vraiment... Un sentiment d'accomplissement, on va dire, pour vous, le corps professoral. De fierté envers... Parce que c'était très difficile. Parce qu'on a débuté, on n'était que 2 enseignants fondamentaux. Et puis, on était accompagnés, bien entendu, par les autres universités surtout. L'université de Dakar, qui a plus d'enseignants que tout le monde, qui nous envoie... Parce que l'enseignement, il est codifié, c'est le même partout. Donc, c'est les mêmes enseignants qui enseignent à Dakar, qui enseignent également à Bambey. Donc, on était en parfaite coordination, jumelage entre les universités. Et si les universités sœurs, parce que nous, comme on débutait, il ne fallait pas vraiment viser Dakar, parce que Dakar a plus de 100 ans. Donc, on était avec les universités comme Thiès et Saint-Louis qui nous ont beaucoup accompagnés parce qu'eux aussi, ils venaient de débuter, donc on avait les mêmes problèmes. Et donc, on s'entendait très bien. On a beaucoup géré ce problème-là. Et donc, ce manque d'effectifs, c'était un problème. Le manque d'infrastructures, on a fait avec. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'amphithéâtre digne de ce nom. Et puis, il y avait aussi une autre filière qui était là-bas, la santé communautaire. Parce qu'en fait, l'université de Bambey était connue pour la santé communautaire. D'accord. Donc la santé communautaire a vraiment très duré et puis elle formait beaucoup de gens. Et maintenant, quand on a fait la médecine, il y en avait même qui ne comprenaient pas, qui pensaient que c'était vraiment la santé communautaire. On avait ce problème aussi parce que les étudiants qu'on orientait à Bambey pensaient qu'on leur avait mis en santé communautaire. Et ils nous demandaient, mais on est en médecine ou en santé communautaire? Je leur disais, mais vous êtes en médecine, vous êtes bien en médecine. Et donc c'était parce que c'était la première fois qu'on créait. Et on avait pris donc une petite cohorte pour ne pas vraiment prendre le risque de prendre... Parce que vous savez, les études médicales, ça ne demande pas seulement des amphithéâtres. Ça demande aussi de la place à l'hôpital. Parce que c'est une formation théorique et pratique qui se fait en même temps. Exactement. Donc il faut non seulement avoir les moyens
à l'université, les amphithéâtres, et aussi de la place, des moyens au niveau de l'hôpital. Donc il fallait avoir des infrastructures hospitalières qui accompagnent l'université. Et votre premier partenaire dans la région, c'était certainement l'hôpital Enrichi Luque effectivement, donc, voilà, c'est l'hôpital régional de Henri Luque, donc notre premier partenaire, la première convention qu'on a signée, parce que l'université signe des conventions. Il signe des conventions avec les hôpitaux pour pouvoir envoyer non seulement les étudiants à faire des stages, mais également ça permet de relever le plateau de ces hôpitaux. Parce que prendre des enseignants qui sont des spécialistes, et des spécialistes dans des domaines qui n'existent pas le plus souvent dans ces hôpitaux, et donc quand on envoie les enseignants, en même temps ils vont relever le plateau. Parce que moi, par exemple, je suis en même temps anatomopathologiste. C'est des choses qui n'existaient pas dans toute la région centre. C'est-à-dire vous allez à Kaolack, il n'y en avait pas, Fatick, il n'y en avait pas, Touba, il n'y en avait pas, jusqu'au Fouta, il n'y en avait pas. Et quand on t'envoie au centre de Diourbel, donc vous recevez donc ces patients parce que nous, c'est nous qui faisons... Ils profitent de votre présence. Voilà. Donc c'est du gagnant-gagnant. Voilà, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Absolument. Donc nous, on relève le plateau et puis on amène des choses nouvelles qui ne se faisaient pas. Et en même temps, ça fait qu'on pourra donc accompagner les étudiants dans leur formation et permettre donc de finir leur formation. Et cette promotion, justement, c'est combien d'étudiants qui sortent de cette promotion-là? Est-ce qu'il y a différentes nationalités dans cette promotion? Absolument. Donc, chaque année, bon, au début, on avait des étrangers, mais peu. Mais plus on avance, les étrangers viennent de plus en plus. D'accord. Au départ, parce que là, actuellement, la promotion qui finit, ils sont 30. Et ils étaient vers 40 au départ. Et maintenant, ce qui veut dire que le taux de réussite était quand même très important. Contrairement dans les autres universités, où au départ, on est 700 et on finit 200. Donc les 500, il y en a qui sont devenus des ingénieurs, je vous dis. Il y en a d'autres qui sont devenus des informaticiens, qui ont laissé la médecine quand même parce que c'est effectivement très long et c'est très, très fatigant. Et donc, on a eu 30 personnes qui sortent et qui ont fini l'enseignement théorique. Et bien sûr, ils ont fait de la pratique. Maintenant, il ne reste plus que de la pratique une année et ils feront leur thèse de doctorat d'État. Et à ce moment-là, ils seront docteurs en médecine. Qui ont complètement... Alors, on sait que le modèle de management quand même des universités a beaucoup changé. Hein. Vous êtes également, maintenant, beaucoup d'universités sont dans l'accompagnement des jeunes sortants, des jeunes diplômés. Et c'est inconcevable de voir un médecin chômer. Cela ne se voit qu'en Afrique. Hein. Quand je vois, moi, un jeune médecin titulaire d'un diplôme aussi prestigieux qui chôme alors que la demande est là, ça fend le cœur. Alors, quelle est aujourd'hui la politique de l'université de Bambey pour accompagner ces jeunes médecins sortants, diplômés donc, de votre faculté? Absolument, parce que le problème de chômage, il se pose surtout par le fait qu'il y a quand même un manque parfois d'ambition chez certaines personnes. Parce que quand tu es médecin, c'est un métier libéral. On peut bien investir dans le privé, ouvrir des cabinets dans certaines régions. Mais ça demande un accompagnement, par exemple, l'entrepreneuriat. Voilà, l'entrepreneuriat. Un bon financement. Et effectivement, parfois, ça manque dans la formation. Parce que quand on te forme médecin, tu es trop scientifique, tu es trop sur les malades. Et parfois, on ne te forme pas vraiment à investir, à entreprendre. L'accès au financement également pose un très grand problème. Parce qu'effectivement, quand on va dans les banques, tu es jeune diplômé, tu vas dans la banque, tu veux faire un prêt pour ouvrir un cabinet, on ne te donne pas un prêt. On te dira, amène un bulletin de salaire, tu n'en as pas, tu viens de finir. On te demande, est-ce que tu as un terrain pour une gage, une garantie? Tu n'en as pas. Et donc, tu n'obtiens pas finalement de prêt au niveau des banques. Il faut faire confiance à ces jeunes diplômés. Absolument. Parce que si vraiment l'État pouvait... comme moi j'ai vu ailleurs dans d'autres pays, comme par exemple au Maroc, le roi marocain, il a octroyé à tous les jeunes médecins qui arrivent un financement qui est approprié et qu'il garantit. C'est vrai que les banques ont peur parfois qu'il y ait des gens qui empruntent et qui s'enfuient. Mais ça, c'est les risques du métier. Dans chaque métier, il y a des risques. Effectivement, un accompagnement surtout. Donc l'université fait tout pour vraiment mettre dans l'enseignement des modules d'entrepreneuriat, de communication pour donner un peu de fil au niveau de ces jeunes-là et d'entreprendre. En une minute sur la célébration de cette première promotion de jeunes médecins, de l'Université Alioune Diop de Bambey, qu'est-ce qu'on devrait retenir sur le programme? Donc ça se fera déjà le 25 mai.
Ça va débuter à 9h et c'est un programme qui est très abouti où on aura donc, on va présenter toute la promo. Et la promotion, elle a comme homonyme le professeur Lamine Gueye, qui est le premier recteur et qui s'est battu, parce qu'il est de Diourbel, il s'est battu pour qu'on ouvre le département de médecine. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas concevable qu'il n'y ait pas un centre, un département de médecine dans toute la région centre. C'est-à-dire, quand on quitte Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, il a voulu implanter au centre un département de médecine qui pourra accompagner donc cette région. Et c'est surtout le but, l'objectif premier même de l'université, c'est vraiment le service à la communauté. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu apportes à la communauté dans laquelle vous êtes affecté? Qu'est-ce que nous, on peut faire pour les gens qui vivent dans ce centre-là? Et donc, cette promotion s'appelle Professeur Lamine Gueye, qui est le pionnier de ce département et qui continue toujours à accompagner et qui est actuellement le directeur de l'ANAQ-Sup et qui a donné vraiment une impulsion très forte à notre département, qui fait que même quand il a quitté, il continue toujours à appeler, à nous galvaniser, à nous demander vraiment du courage, continuer à travailler. Et vraiment, c'est un homme qui est d'une dimension extraordinaire, qui nous a beaucoup inspirés. Merci beaucoup, professeur. Bonne fête. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes vraiment satisfaits de vous avoir accueillis sur ce plateau parce que la communication est passée et on se doit de vous accompagner au regard de ce travail important que vous faites pour la communauté. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous et justement, bonne journée à Tala Diorane et Antassao qui nous suivent depuis Diourbel. On va passer à la rubrique de Laura, c'est la culture, juste après le jingle. Alors, je vais enchaîner avec toi, Laura. Ce matin, tu vas nous parler des arts numériques, la réalité virtuelle pour repenser nos rapports aux objets. Tout à fait. Alors effectivement, c'est une exposition qui vient tout juste de s'ouvrir au musée Théodore Monod d'art africain, qui a été menée par le groupe de recherche international Reconnecting Objects, qui regroupe plusieurs nationalités. D'ailleurs, je vous annonce d'ores et déjà que dans un prochain numéro, on aura l'occasion de rentrer un peu plus en détail dans le travail des différents artistes qui ont participé à cette exposition. C'est ce qui sont 27 au total. Il y a beaucoup de choses à voir, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le travail de l'artiste vidéaste Alioune Thiam, qui évolue dans les arts visuels. Et justement, on avait déjà eu l'occasion de le rencontrer en juillet dernier avec sa première exposition Entêtement artiste, je suis devenu, dans laquelle il utilisait la technologie du vidéo mapping dont il est spécialiste pour pouvoir ouvrir le dialogue sur la démocratisation autour des disciplines artistiques. Et alors là, il revient effectivement avec la réalité virtuelle, toujours dans cette idée de vulgariser en fait les arts pour toutes les générations et ouvrir des discussions sur le monde qui nous entoure. Je vous en dis pas plus, on l'écoute. Très bien. Oui. Je suis Alioune Thiam, artiste vidéaste sénégalais, spécialisé dans le vidéo mapping et plus particulièrement, j'évolue dans les arts visuels. Aujourd'hui, nous présentons une exposition dénommée Le Musée, qui fait partie en fait d'un projet collaboratif dénommé Pluramifié Esquisse de parenté, qui est une exposition internationale et accueillie aujourd'hui ici au musée de Lifan, Théodore Monod, à travers laquelle je participe en tant qu'artiste numérique. Et je présente ici une œuvre en réalité virtuelle dénommée Le Musée. Donc à travers cette épreuve, nous avons souhaité expliquer un peu ce que le musée Théodore Monod pourrait devenir dans quelques décennies. Quelles sont les collections en fait que pourrait accueillir le musée. Et aujourd'hui, nos objets du quotidien, malgré eux, qui deviennent à part entière, en fait, une partie intégrante de cette collection-là. Et nous imaginons dans un futur un peu plus proche que nos objets du quotidien puissent aujourd'hui se retrouver comme œuvre d'art, peupler cet espace du musée Théodore Monod. Et donc cette expérience, en fait, c'est juste le fruit d'un travail collaboratif avec le Dr Rosila Gossanou, avec laquelle j'ai eu à développer en fait cette expérience. Donc à travers ces recherches aujourd'hui sur cette hyperconsommation, hyperproductivité, cette société marquée par l'excès. Et ces recherches en fait m'ont conduit à la déchetterie de Logos, aujourd'hui qui représente
vraiment qu'il y a un endroit en fait, qui représente une agglomération de tous les objets de notre quotidien qui y sont présents. Et à partir de cela, en fait, moi, je reprends ce concept-là et j'essaie de le traduire fidèlement. Il essaie de le traduire fidèlement, hein, c'est ce qu'il a expliqué à travers justement ses propos à l'UNTIAM. Tout à fait, effectivement. Moi, je me suis prêtée d'ailleurs à l'exercice de la réalité virtuelle dans cette exposition. Et d'ailleurs, on a quelques images d'aperçus qui nous ont été fournies par l'artiste. Vous allez voir vraiment la connexion entre les arts et le numérique. Comme il nous l'a décrit, on a en fait affaire dans cette même salle d'exposition du musée Théodore Monod à des objets du quotidien qu'on aurait récupérés dans une déchetterie, mais aussi à des animaux qui n'ont en principe rien à faire là. Et pourtant, et en fait, notre rôle, un peu comme on le ferait dans un jeu vidéo, c'est d'attraper les objets, de les observer, de questionner leur place dans cet endroit. C'est vraiment ludique et franchement, je recommande à tout le monde d'aller tenter l'expérience, c'est assez particulier. Alors justement, on va entrer dans les coulisses d'une telle installation. Qu'est-ce que la photogrammétrie ou encore la télédétection? La commissaire en charge de cet espace dans l'exposition, Rossila Goussanou, ainsi que l'artiste lui-même, nous explique. Nous l'écoutons. Rossila Goussanou, je suis architecte et j'ai réalisé un travail de recherche en anthropologie. Je travaille depuis 2 ans avec un certain nombre de collègues dans le cadre d'un programme de recherche international qui s'appelle « Reconnecter les objets, pluralité épistémique et transformation dans et au-delà des musées ». Dans une réflexion et dans une collaboration forte, c'est donc à l'UNTIAM tout son travail autour de la réalité virtuelle ou réalité augmentée m'intéressait, et notamment ses compétences incroyables sur la question de l'interaction. Et donc à partir de mon travail, il est venu questionner ce que ça pourrait être un musée hybride, un musée mutant, ce que pourrait être le musée Théodore Monod s'il devait accueillir dans quelques années, quelques décennies, ces objets-là. L'idée ici est d'offrir aux visiteurs, à travers une expérience de réalité virtuelle, la possibilité de déambuler virtuellement dans un espace tel que celui du musée, choisi pour abriter ce projet. Et donc, pour ce faire, plusieurs techniques ont été utilisées, telles que de la photogrammétrie ou de la télédétection par laser. Il y a une technique de mesure à distance qui permet aujourd'hui de modéliser tout un espace en 3 dimensions et qui permet, à partir du résultat obtenu, Alors, tu nous as totalement plongé justement dans la réalité virtuelle. Tu as utilisé le casque, hein, c'est ça? Oui, j'ai utilisé le casque, j'ai utilisé les manettes et j'ai compris un petit peu comment finalement, dans les arts contemporains, les clients ne sont pas toujours les plus jeunes en dehors des étudiants, des chercheurs, des passionnés. En fait, grâce à la réalité virtuelle, on arrive même, quand on n'est pas expert, à se plonger en fait, dans cet outil de réflexion qui est assez puissant pour comprendre le monde finalement. Très bien, on va finir avec l'agenda culturel avec toi. Une vraie arnaque, la réalité virtuelle. Mais bien représenté, moi je trouve, par l'UNTIAM. Une réalité Tout à fait. virtuelle. Il a bien fait le lien. Mais bon, on reviendra sur cela prochainement. Sans doute. Alors, l'agenda culturel de ce week-end. On va démarrer comme souvent à Saint-Louis avec le festival NIT qui rassemble des jeunes acteurs culturels de toutes les disciplines pour une 2e édition autour du thème « La déscolarisation des jeunes. Quelle solution contre ce fléau? Exprimez vos mots et vos mots ». C'est vendredi 24 et samedi 25 entre l'Institut français et l'île Saint-Louis. On a également 3 journées de projection, de panels et d'ateliers tout public au Mobile Lab Sénégal qui se tiendront tout le week-end au centre Yenenga de Grand Dakar. Donc c'est 24, 25 et 26 mai. Ce sera poursuivi de projections itinérantes jusqu'à la mi-juin dans les régions. On a également ce samedi 25 mai à la place du souvenir africain le festival Planète A Matsuri Dakar pour mettre en lumière les industries créatives, les arts numériques et les nouvelles technologies. Cette année, c'est le Japon qui est mis à l'honneur, l'animé, le manga, une édition spéciale Toriyama, le célèbre créateur de Dragon Ball Z. Et enfin, ce sont, comme on l'a vu peut-être dans le bulletin d'info, les derniers jours pour aller faire un tour à la Fiara 2024, la 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales qui s'est tenue du 4 au 26 mai, donc au CICES. Très bien, en parlant justement de Fiara, on va redonner la parole à Monsieur Fall, peut-être un dernier appel à l'endroit des Sénégalais qui nous suivent. Remercier mon ami, mon frère, le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Très bien.
C'est un monsieur qui est très disponible, avec qui tu peux même communiquer avec lui à 5 h du matin. Il est toujours disponible et c'est ce qu'on attend d'un ministre de la République. Remercier le CNCR qui est le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, l'association des projets de développement à la base, qui sont les maîtres d'œuvre de la FIARA. Lancer un appel à tous les Sénégalais de venir visiter la 24e édition de la FIARA qui prendra fin le 26 mai au CICES. Venir soutenir les exposants, les encourager, voire même s'inspirer d'eux. Parce qu'il y a les femmes avec leurs réalisations, il y a la jeunesse avec leur production, même les femmes aussi, elles ont de la production, les jeunes, et venir s'inspirer. Et lancer un appel aux structures d'État que la FIARA, c'est un patrimoine national. Effectivement. L'agriculture, dans son sens large, est un pont. C'est l'hydraulique, la pêche, et commerce, industrie, autres. Tous doivent être présents au grand rendez-vous, comme l'a dit le président. Il venait souvent à la FIARA. Et il l'a dit d'ailleurs. Et il l'a dit d'ailleurs. Et il promet de revenir à la FIARA, Inch'Allah, au Rabbi, année prochaine. Pour la 25e Donc, chers Sénégalais, venez visiter la FIARA avant la fin du 26. Demandez aussi aux structures ou bien aux personnes qui ont bénéficié de la subvention de l'État d'être au rendez-vous et de venir montrer ce que l'État a fait pour eux. Effectivement. Ça, c'est le minimum pour un entrepreneur qui a sollicité l'État et voir l'État quand même soutenir la FIARA, l'État être à côté de la FIARA. La logique voudrait aussi que ces acteurs doivent être à côté de la FIARA et montrer aux Sénégalais que l'État a fait ceci. C'est grâce à l'État que j'ai acquis telle chose relevant de l'agriculture et de l'élevage. Donc je donne tous rendez-vous à la FIARA 2024 qui prendra fin le 26 mai, Inch'Allah. Et c'est aussi justement que ça se tient la FIARA 24e édition. Merci beaucoup. On sent vraiment votre engagement justement dans ce secteur-là. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ndiaye. Aujourd'hui, j'ai bien dit. C'est bon? Alors, bonne chance à vous pour justement la sortie de cette première promotion de médecins. Alors, Alioune Badara Kane, merci de m'avoir accompagné ce matin. Merci Laura, toi également, de m'avoir accompagné ce matin. À la semaine prochaine, on a reçu un message pour vous. Je vais le lire très rapidement. Alors, sans doute c'était ton message parce qu'il dit « Vive ASC de Kondo Tivaouane Peulh. Je salue mon Goro, Pape Abdoufal, Diko invité, cité Kor Salam. » Il s'agit de Imam Babacar Diop de la RTS à qui nous souhaitons une agréable journée. Merci de m'avoir... Bonjour Imam à vous, bonne journée à vous qui nous avez suivis. Alors j'en perds justement mes mots parce qu'il est 8h03, on va me taper sur les doigts. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour un nouveau numéro de Quinqueliba. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.